Amis internautes, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Normalement, le vendredi, vous le savez, c'est Claude Jambier qui est là. Mais notre ami Claude est sur tous les fronts en ce moment. Il donne des conférences, il est partout sur le territoire et puis il est extrêmement sollicité par des médias étrangers pour donner son avis sur ce que traverse notre monde. Alors ce soir, on a profité de l'occasion pour pouvoir inviter Ismaël Boudjekada, qu'on avait déjà invité, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines. Ce garçon vit une situation qui est quand même particulièrement immorale et particulièrement injuste. Vous allez le découvrir. Ce qu'on lui inflige est inacceptable dans un état de droit, mais c'est vrai que nous ne sommes pas dans un état de droit, donc tout est permis. Alors, si vous le voulez bien, d'abord, je tiens à vous remercier pour être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ensuite, s'il vous plaît, je vous demande exceptionnellement de liker et de partager cette émission, parce que le seul moyen qu'est Ismaël de se faire entendre, c'est évidemment Internet. Et il faut qu'on participe tous à cette opération qui va lui permettre de faire entendre ce qu'il a à dire, parce que vous allez voir, ce qu'il vit, c'est absolument incroyable. Bonsoir Ismaël, bienvenue. Bonsoir Bienvenue Eric, à merci toi. pour l'invitation et bonsoir à celles et ceux qui nous regardent. Merci. Alors, comme je te le disais tout à l'heure hors antenne, j'aurais voulu te recevoir dans d'autres conditions, parler de la pluie et du beau temps. Hein, la vie n'est pas faite que de mauvaises nouvelles, mais malheureusement, pour ce qui te concerne, tu vis actuellement une situation difficile après avoir pris le risque de dénoncer publiquement la politique génocidaire d'Israël. Alors, comme on se le disait, on vit désormais dans un pays où soutenir le génocide est légal et le dénoncer est illégal. Alors, je voulais, avant qu'on entre dans le vif du sujet, soumettre une courte vidéo à nos amis internautes pour comprendre le paradoxe. Et quand je parle de paradoxe, je suis en dessous de la vérité, parce que vous allez voir qu'il y a le droit international et puis le droit national qui est en confrontation avec le droit international. Vous le savez, le Premier ministre Netanyahou est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors, ce n'est pas commettre un délit que de préciser que le gouvernement, celui qui gouverne Israël aujourd'hui, est considéré comme un criminel, comme un génocidaire, puisqu'il est accusé de crimes contre l'humanité et il est suspecté de génocide. La Cour internationale, c'est quand même le droit suprême. Comment des juges français vont-ils pouvoir expliquer que quelqu'un qui dénonce cet état de fait peut être considéré comme soutien au terrorisme? Critiquer une idéologie, parce qu'en l'occurrence, le sionisme, comme le communisme, est une idéologie. Est-ce que cela devient un délit dans notre pays? Est-ce qu'on peut mettre en prison les gens qui défendent un peuple opprimé? Alors, explique-nous, s'il te plaît, ce que tu vis depuis 1 mois et demi, mon cher Ismaël. Alors, rebonsoir à toutes et tous. Concrètement, donc vous le saviez peut-être si vous avez suivi l'émission précédente, où j'étais justement invité. Et ça fait 7 mois que je suis engagé aux côtés des réfugiés palestiniens, puisqu'en tant qu'élu de la République qui est engagé depuis 16 ans sur la question palestinienne, j'ai décidé de me rendre au plus proche de ces populations, et notamment de me rendre en Égypte, où je réside normalement de manière totalement légale, et où j'ai un titre de résident. Je me suis rendu en traversant tout le gouvernorat du Sinaï à la frontière palestinienne pour rencontrer ces populations, essayer d'être à l'origine de soulagement à travers des distributions de colis à la fois alimentaires, mais également des colis de médicaments. Puisqu'il faut savoir qu'en Égypte, en fait, et je vous invite à regarder l'excellent article, par exemple, du Courrier international ou des Échos, qui explique la situation de grande précarité du peuple palestinien réfugié, notamment en Égypte,
qui n'a pas le droit en fait au statut de réfugié, qui paye tout plein pot, qui se retrouve dans des situations profondément inacceptables, qui viennent remettre en question la dignité même de ces personnes. Donc tout simplement, j'ai été invité à faire une Omra justement dans le cadre du Ramadan qui approchait. J'ai décidé de m'accorder cette petite parenthèse en me rendant en Arabie Saoudite. Ce que j'ai pu faire, c'était initialement prévu pour 6 jours. Je sors d'Égypte, je rentre en Arabie Saoudite, je ressors d'Arabie Saoudite et j'arrive donc au Caire où on me notifie que mon titre de résident n'est tout simplement plus valable. Il est là et il est pourtant écrit dessus qu'il est valable jusqu'en mai 2025. Il faut savoir que bizarrement cette situation arrive, je le précise, histoire de contextualiser, après que j'ai rendu public une vidéo adressée au président de la République égyptienne, Abdel Fattah al-Sisi, où je lui ai expliqué toutes les méthodes absolument dégueulasses et pour pas dire mafieuses de ces autorités qui, en l'occurrence, m'ont arrêté à plusieurs reprises. Donc j'ai été arrêté dans le gouvernorat du Sinaï par l'armée égyptienne. J'ai été arrêté également par l'armée, encore une fois, à El Harish et Rafah, qui sont des villes frontalières à la bande de Gaza. Et ensuite, une fois retourné à mon appartement, j'ai même des descentes de police égyptienne à mon propre domicile. Donc, est-ce que c'est lié à ma situation? Puisqu'on m'explique que ma carte de résident donc n'est plus valable. On m'envoie au bureau d'immigration. Et c'est vrai que là, j'ai une petite altercation avec le membre du bureau d'immigration, lui expliquant qu'il fait passer tout le monde devant moi, qu'on ne m'explique absolument pas pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire. Et au final, il me dit sur un ton sec, allez chercher un visa. Et donc là, je m'énerve un petit peu en lui disant, mais écoutez, je ne suis pas censé le deviner, faites votre travail, et puis vous me dites d'aller chercher un visa, je vais aller le chercher. Moi, je ne pouvais pas le deviner. Donc je vais chercher mon visa, qui, vous le voyez, n'est pas tamponné. Et quand je reviens au sein du bureau de l'immigration, ils avaient toujours mon passeport, donc on me dit, vous ne pouvez pas rentrer, votre passeport est détérioré. Et je me rends compte qu'effectivement, il manque une page dans mon passeport à ce moment-là qui était là au moment où justement j'ai pu voyager, si bien que même quand on me renvoie, parce qu'on me renverra de force en Arabie Saoudite en pleine nuit, à 4h30 du matin, eh bien, si bien que dès que j'arrive en Arabie Saoudite, les autorités saoudiennes me disent, monsieur, avec un passeport dans cet état-là, on ne vous aurait jamais laissé rentrer. Donc, il y a eu un problème en Égypte. Et donc, grosso modo, j'ai pris, avant d'être remis dans l'avion de force, la tâche avec l'ambassade de France au Caire. Madame la vice-consul a refusé d'intervenir. Refusé, tout simplement, tout bonnement, sans prendre le temps ne serait-ce que de m'appeler. C'est son agent de sécurité d'astreinte qui prendra le temps de, même pas de m'appeler, c'est moi qui l'ai rappelé. Ensuite, j'arrive donc à Jeddah. Et voilà qu'on m'explique que ben, c'est la faute à pas de chance. Monsieur, vous devez venir lundi. On est jeudi soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, parce que le vendredi et le samedi c'est férié. C'était le week-end et le dimanche c'était férié, anniversaire de la création du Royaume d'Arabie Saoudite. Donc le 24 février, je décide de déposer une demande de passeport d'urgence. On me donne un engagement. On me dit vous allez avoir votre passeport d'urgence dans la journée. 12 jours plus tard, je reçois seulement leur réponse. Je l'ai relancé tous les jours, matin, midi et soir. Et voilà que quasiment 15 jours plus tard, on me répond que mon passeport d'urgence est refusé pour le motif suivant. Je suis inscrit, c'est comme ça que je l'apprends, au fichier des personnes recherchées. Donc, je fais un recours gracieux auprès du consul qui refusera ce recours gracieux à nouveau. Et après, je vous expliquerai les recours que j'ai mis en place. Mais grosso modo, le motif, c'est quoi? C'est de dire apologie du terrorisme, enquête en cours, et bien voilà. Mais avant de rechercher quelqu'un, prenez le temps de l'appeler. Prenez le temps de lui expliquer les motifs justement pour lesquels vous voulez le voir. Et en creusant avec mes avocats, on s'est rendu compte qu'il y avait une convocation où je ne m'étais pas rendu, mais non pas parce que j'ai pas voulu m'y rendre, parce que l'agent de la brigade de répression de la délinquance contre la personne qui a été saisi parce que justement plusieurs ministres de la République française, plusieurs journalistes, plusieurs personnalités médiatiques, dont Arthur, etc., ont déposé plainte collectivement contre moi auprès de la brigade de répression de la délinquance contre la personne parce qu'ils estiment que je les secoue un petit peu trop sur les réseaux sociaux pour dénoncer leur soutien justement au régime génocidaire de Benyamin Netanyahou. De ce point de vue-là, j'ai déposé donc un recours il y a ça 5 jours auprès du tribunal administratif de Paris pour contester la légalité de cette procédure pour une raison simple, enfin pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, une personne fichée, elle doit être informée, c'est dans le cadre d'un mandat d'arrêt, d'un mandat de recherche, d'une enquête en cours. Et dans mon cas, refuser le passeport, ça doit se justifier s'il y a mandat de recherche, s'il y a mandat d'arrêt ou s'il y a une décision de justice qui m'interdit de quitter le territoire français. Ce qui n'est pas mon cas et je n'ai été informé d'aucune de ces procédures violant de fait mon droit à la procédure contradictoire pour faire en sorte justement de contester ce fichage abusif. Comment peut-on ficher, et j'insiste là-dessus, une personne qui a toujours répondu présente lorsque c'était nécessaire devant les juridictions. Si bien que même quand j'étais à l'étranger, je revenais en France pour aller à mes procès, notamment les 6 et 20 juin derniers, où j'étais jugé par le tribunal correctionnel de Nanterre.
Donc voilà un petit peu le topo. J'ai reçu la réponse à ce recours et écoutez bien. Alors que je suis bloqué à l'autre bout du monde, dans un pays où je ne connais personne, pour un voyage qui était initialement de 6 jours. Ça fait 1 mois et 10 jours que je suis bloqué ici. On m'explique que la situation n'est pas urgente. On reconnaît le caractère illégal de la décision, mais de l'autre côté, pardon, on m'explique que ça n'est pas urgent. C'est un véritable scandale, c'est une justice d'exception, si bien que la première fois, je devais avoir la réponse en 24 heures, je l'ai eu en quasiment 15 jours, et la deuxième fois, je devais l'avoir en 2 jours, je l'ai eu en 5 jours. Et je précise un dernier point de détail, mais qui a son importance. Hier soir, quand j'ai appelé les autorités françaises, le tribunal administratif, on m'a expliqué tout simplement que l'affaire n'était pas jugée, que certainement vendredi, j'aurai une réponse. Ben, ils ont réussi à juger l'affaire dans la nuit de jeudi à vendredi, puisque j'ai appris à 5 heures du matin, 5 heures du matin, heure de métropole, que ma requête était rejetée parce que non urgente. Donc c'est un véritable scandale. Ils ont une volonté de se faire Ismaël Boudjekada, c'est factuel. D'accord, mais en gros, qu'est-ce qu'on te reproche? De l'apologie du terrorisme, comme d'habitude, et puis ce qu'ils appellent acte de malveillance. Parce qu'effectivement, pour les sionistes et leur relais préféré, aujourd'hui, les secouer, les mettre face à leur responsabilité qui est historique, de soutien à un criminel de guerre, qui est Benyamin Netanyahou, qui est épinglé par la Cour pénale internationale, eh ils estiment que pointer du doigt leurs accointances, pour ne pas dire leur complicité avec ce régime génocidaire, eh bien, c'est un acte de malveillance. Un acte de malveillance, moi je dirais plutôt au regard du contexte actuel, c'est plus un acte de courage qu'un acte de malveillance. Il est venu le temps que ces personnes qui soutiennent ce génocide soient traduites en justice. Je vous pose une seule question. Combien de celles et ceux qui ont fait de l'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité n'ont été ne serait-ce que convoqués devant les juridictions? Aucune. Pas même Enrico Macias, qui lui a pu se targuer, vous savez, il avait dit il faut les dégommer en parlant des élus de gauche qui étaient pro-Palestine, physiquement. Et là, ça pose pas de problème. Et il a pu être réinvité chez Pascal Praud, son meilleur ami, en nous disant oui, j'ai un peu dérapé, je me suis emporté. Nous, on n'a pas le droit à cette excuse en tant que pro-palestinien. Et nous, on assume parce qu'on est courageux, contrairement à eux, qui, je le dis, sont lâches. Lâches parce qu'ils ferment les yeux devant ce génocide. Lâches parce que, je vais être très clair, moi, les 2 enfants Bibas, ça m'a déchiré le cœur quand j'ai appris justement leur décès. Et nous, on n'a pas d'indignation sélective. Mais qu'en est-il de ces milliers d'enfants qui sont morts? Qu'en est-il depuis le retour de ces frappes, de ces gamins qu'on voit déchiquetés sur le sol, de ces parents avec des enfants morts dans les bras? Là, bizarrement, leur émotion, elle n'est pas là. On n'a pas de bandeau ou ne serait-ce que de sujet avec les visages de chaque enfant et leur nom. J'avoue, ça prendrait l'intégralité des créneaux de diffusion de la télé française tellement ils sont nombreux. Mais arrêtons ce 2 poids 2 mesures parce que ces gens-là utilisent justement l'antisionisme pour venir justement essayer de légitimer les crimes de guerre de Netanyahou. Il faut arrêter ce 2 poids 2 mesures et il faut rappeler que la France s'honorerait. Quand on voit les larmes presque de crocodile d'Emmanuel Macron, bon, elles ont du mal à couler, mais on peut les imaginer, qui vient nous dire tout simplement que c'était extrêmement grave ce retour en arrière dramatique pour Gaza. Mais dis les termes. Qui est en train de soutenir Israël de manière inconditionnelle? Qui est parti? La présidente de l'Assemblée nationale, notamment, certains de ses ministres, son ancien Premier ministre Gabriel Attal, Caroline Yadan, Prisca Thévenot, son ancien ministre du Logement, M. Kasbarian. Tous sont partis poser avec des gens Kalachnikov, ces mêmes Kalachnikov qui servent aujourd'hui à mettre des balles dans la tête des gamins palestiniens. C'est une réalité et je vous le dis, on va être nombreux à être placés en prison et j'en ferai certainement partie. Mais factuellement, ces gens-là vont y aller après nous parce qu'on ne laissera pas faire et on va s'organiser pour faire en sorte qu'ils rendent des comptes, parce qu'effectivement, leur silence les rend complices. Dans un état de droit. Je veux juste recadrer le débat sur le plan du droit. Rappelez que Karim Khan était le candidat au procureur de la CPI favori d'Israël en 2021. Donc en 2021, Israël, son gouvernement, ne trouvait pas que Karim Khan était une personnalité problématique ou biaisée contre Israël. Je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, il a été aussi soutenu par le Royaume-Uni, dont il vient, et d'autres pays. C'est pour ça qu'il est devenu... En plus, c'était pas donné au début, parce qu'il concourait contre 2 autres candidats, et il est passé au 2e tour de l'élection. Donc ça, on va commencer par ça. C'était pas quelqu'un qui était accusé d'avoir une dent contre ou d'être politiquement biaisé contre Israël. Deuxièmement,
C'est clairement une décision qui est très mûrie parce que on le sait, puisque Karim Khan en a parlé publiquement. Il a subi, lui et son équipe, des pressions inouïes politiques de la part des États-Unis, du gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas rien quand on est procureur de la Cour pénale internationale. Ça fait des semaines qu'ils les subissent et ils ont quand même décidé d'aller de l'avant. Donc, les mots qu'ils utilisent, c'est un panel d'experts du droit international qui sont reconnus mondialement. C'est un panel d'experts qui est très divers, qui vient de pays très divers, d'ailleurs américains, britanniques, beaucoup, qui ont travaillé depuis au moins 4 mois sur les faits qu'ils mettent dans leur rapport. Pour vous, c'est du sérieux et même du très sérieux. Mais si la Cour pénale internationale n'est pas considérée comme sérieuse, en fait, il vaut mieux arrêter de parler de droit, il vaut mieux arrêter de parler de l'ONU, et il vaut mieux juste revenir à l'avant, même pas seulement Deuxième Guerre mondiale, mais Première Guerre mondiale. En clair, revenir à la loi de la jungle. Mais au-delà de ça, il faut préciser quand même sur Karim Khan que comme l'a dit l'intervenante, effectivement, c'est tout un collège d'experts en droit international. Hein, c'est pas Karim Khan tout seul. Mais Karim Khan, c'est un petit peu, vous savez, le bout de la flèche. C'est-à-dire c'est celui qui transperce tout et les gens suivent derrière. C'est lui qui sert de punching ball. Il faut savoir que la nouvelle administration américaine, celle de Trump, vient de décider de d'émettre un mandat d'arrêt contre Karim Khan. D'ailleurs, dont on ignore aujourd'hui où il se trouve. Il faut quand même dire les choses. Parallèlement à ça, bizarrement, Karim Khan est aujourd'hui accusé d'agression sexuelle. Donc, en fait, à quoi on joue? Systématiquement, ce sont les mêmes faits, ce sont les mêmes accusations. Dès que quelqu'un commence à devenir un problème pour eux, on apprend des dossiers qui tombent de je ne sais où. Et franchement, je vous le dis, hein, à ce rythme-là, je ne serais moi-même pas surpris demain d'être accusé des mêmes faits que Karim Khan, parce que c'est devenu, c'est comme un disque rayé, en fait, c'est tout le temps les mêmes méthodes. Mais les gens ne sont pas dupes. Ils ont compris que nous avons gagné la bataille de l'opinion et aujourd'hui, justement, ils cherchent tous les moyens possibles pour discréditer toutes les voix qui œuvrent justement à faire entendre la voix de celles et ceux qui n'en ont pas, la voix des Palestiniennes et des Palestiniens. Donc voilà, moi je le dis aussi de manière publique, j'apporte, ça vaut ce que ça vaut, mon indéfectible soutien à Karim Khan et à bien d'autres qui aujourd'hui sont la cible d'un lâchage médiatique, d'un lâchage judiciaire. C'est une première dans l'histoire moderne de l'humanité, une juridiction internationale avec à sa tête un procureur reconnu, soutenu par le passé par l'entité d'occupation, qui désormais font face à des pressions judiciaires sans précédent avec le président de la première puissance économique du monde qui vient aujourd'hui émettre un mandat d'arrêt contre M. Khan. C'est inacceptable et ça démontre bien que nous sommes dans une dérive autoritaire à tous les niveaux parce qu'effectivement, les sionistes ont réussi à tisser une toile qui leur accorde un certain nombre de soutiens dans l'intégralité de nos sociétés occidentales. Oui, c'est un problème grave qui concerne en réalité tout le bloc occidental, parce que la France n'est pas le seul soutien, j'oserais presque dire complice du génocide. Hein. D'autres pays européens sont alignés sur la position israélienne. On entend systématiquement qu'Israël a le droit de se défendre. On constate que c'est la première fois qu'une puissance occupante se plaint de ses victimes et du fait que ces victimes protestent contre l'occupation, contre l'apartheid, contre les massacres, contre l'épuration technique, contre les déplacements. Visiblement, partout dans le monde, n'importe qui dans cette situation, on dirait que ces gens essayent de se défendre ou de résister à l'oppression. Au fond, c'est un droit qui est garanti par l'ONU. Mais visiblement, ce droit ne s'applique pas en Israël. Je crois que c'est Ilan Pappé qui disait hier ou avant-hier que le droit international est fait pour les peuples du monde, mais pas pour Israël. Alors, quand nos gouvernements s'alignent sur la position israélienne, au fond, ils valident cette donnée. Le droit international est fait pour Israël ou n'est pas fait pour Israël. Si
le gouvernement français se positionne en faveur d'Israël, c'est qu'effectivement, il valide le fait que le droit international s'applique à tous, sauf à Israël. Alors effectivement, il y a une cassure entre la position des gouvernements et l'opinion publique qui, elle, évidemment, son cœur bat pour les opprimés. Mais quel qu'il soit, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, si les Esquimaux commettaient un génocide, on dénoncerait les Esquimaux. Si les Allemands commettaient un génocide, on dirait la même chose. Si les Américains ou les Brésiliens ou n'importe quel peuple de la Terre commettait un génocide, on les condamnerait. On ne condamne pas le génocide israélien parce que ce sont les sionistes qui le commettent. On condamne le génocide israélien parce que c'est quelque chose qui est inacceptable et qui fait de nous, en plus, des milliards de complices parce qu'on assiste à ce génocide en direct. On compte sur nos gouvernements pour retenir le bras de l'oppresseur, mais au fond, notre gouvernement dit bah non, il a le droit de se défendre. Mais il a le droit depuis quand un pays qui en occupe un autre a-t-il le droit de se défendre? C'est celui qui est occupé qui a le droit de se défendre. L'occupant qui réprime celui qui se bat pour défendre ses droits reste un occupant, reste un oppresseur. Mais j'ai envie, au-delà de ça aussi, de rappeler une chose très importante, c'est que dans le cadre, par exemple, je vais vous faire un petit parallèle, hein, mais par exemple, quand on entend parler, enfin, je vais même pas citer de nom, mais quand on entend parler le sinistre de l'Intérieur et qu'il exige la libération, notamment d'un de nos ressortissants qui est aujourd'hui détenu parce qu'il a violé la loi qui s'imposait à lui dans ce pays, en Algérie. Eh bien, bizarrement, là, tout le monde parle d'une seule et même voix. Mais que dit-on, par exemple, à Madame Colonna, ancienne ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, qui a refusé d'appliquer une décision de justice lorsque, par exemple, le petit Omar, 8 ans, franco-palestinien, bloqué à Rafah, avait besoin de soins d'une extrême urgence et qu'on a refusé d'appliquer cette décision de justice du Conseil d'État qui imposait à la France de le rapatrier pour qu'il ait ces soins qui étaient nécessaires pour ne pas qu'il meure. La France a refusé de récupérer ce gamin. Rendez-vous compte où on en est. Je vais faire un autre parallèle. Lorsqu'il y a eu l'hommage national aux victimes franco-israéliennes, j'ai de suite saisi le président de la République par WhatsApp et par voie officielle en lui disant, tout simplement, j'avais rendu ce courrier public, qu'il était inacceptable qu'il y ait une hiérarchie dans les victimes et qu'une vie civile est une vie civile et que nous devons pleurer aussi les franco-palestiniens. Le lendemain, en moins de 24 heures, il y a eu un communiqué de presse de l'Élysée qui s'engageait à mettre en place un hommage national aux victimes franco-palestiniennes. Un an plus tard, où est cet hommage? Ils ont juste voulu canaliser la colère. Mais concrètement, on peut aussi parler du fait qu'il y a eu un certain nombre d'otages, j'ose le mot, d'otages palestiniens, qui eux ont pu ressortir et qui se sont rendus et qui ont témoigné. Et d'ailleurs, Amnesty International témoigne en expliquant les méthodes de barbares qui sont utilisées dans leurs méthodes, dans leur geôle. On explique que la plupart des gens aussi, au-delà de la maltraitance et de la torture, de la famine, etc., eh bien, on explique qu'un certain nombre d'entre eux, majoritaires, n'ont eu ni procès, ni jugement équitable, rien du tout. On ne sait même pas quand ils vont sortir. Et là, ça ne pose pas de problème. On parle de 9000 êtres humains qui sont dans les geôles israéliennes et qui subissent de la torture. J'ai une de mes collègues, Camélia, qui est partie justement en Cisjordanie, qui s'est fait arrêter par l'armée israélienne et à qui on a bandé les yeux du début à la fin. À la fin, elle a pu le retirer et elle voyait des gens se faire tabasser. Elle l'entendait déjà, mais elle l'a vu de ses yeux. Ce qu'elle a vu l'a traumatisée. Donc concrètement, il faut arrêter de chercher à nous faire croire que c'est la seule démocratie de la zone. Parallèlement à ça, bizarrement, hasard de calendrier comme d'habitude, voilà que Netanyahu, comme j'aime l'appeler, vient nous expliquer, ou plutôt vient expliquer à son peuple qu'il faudrait reporter son procès pour corruption parce qu'il y a une guerre. C'est pour ça qu'il a recommencé les hostilités, parce qu'il n'est motivé que par deux choses. Un, mener à bien le projet du Grand Israël, parce que c'est un fanatique religieux, et puis à côté de ça, eh bien, tout simplement, satisfaire son petit confort. Parce que ce type-là est quelqu'un de corrompu, que même son propre fils
selon la presse israélienne, a étranglé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, son fils est actuellement aux frais du contribuable israélien, bloqué à Miami. Donc voilà leur méthode. Ouais, effectivement, on a tous compris que l'intérêt de Netanyahou, c'est de faire durer la guerre pour éviter d'avoir à rendre compte devant les tribunaux de des méfaits dont on l'accuse. Alors, je tiens à préciser, mon cher Ismaël, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, que la chaîne est obligée de préciser que les propos qui sont tenus par nos invités n'engagent que par ailleurs, même si nous sommes une chaîne ouverte à tous, nous avons naturellement notre propre avis sur ce qui se passe au Moyen-Orient et notre avis, vous le connaissez par cœur. Je tiens à ce que ce soit clair. Chacun de nous est responsable des propos qu'il tient. Donc, fais attention à ne pas aggraver ton cas, parce que déjà ta barque est bien chargée et tes ennemis vont se charger évidemment de trouver d'autres motifs d'aggraver ton cas, d'essayer de te détruire humainement, socialement, économiquement. Ce que tu vis là est une anomalie. Hein. Je pense un peu au jeune Abdel Zahiri qui a été expulsé malgré l'avis contraire de 3 magistrats. Ceci est une nouvelle preuve que nous avons des raisons de nous interroger sur l'état de droit dans notre pays. En ce qui me concerne, je l'ai déjà déclaré publiquement, je suis trop vieux pour croire au Père Noël et je juge les gens à leurs actes. Notre pays n'est ni un état de droit, ni une démocratie. Parce que dans un état de droit, ce qui est infligé à Ismaël Boudjekada et à beaucoup d'autres, au jeune Abdel Zahiri et à beaucoup d'autres, ne pourrait pas exister. Alors, comme je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la capacité de révolte du peuple français, au moins une révolte pacifique, pour dire, écoutez, il faut que la loi soit la même pour tous, il faut que nous redevenions un état de droit, parce que ne pas être un état de droit fait de nous un complice du génocide. Et nous, citoyens français, ne voulons pas assumer cette responsabilité, ni devant les hommes, ni devant l'histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi, Ismaël, dans les jours ou les semaines qui viennent? Et toi, tu espères quoi? Autant vous dire que la seule chose que j'espère ne vient pas des autorités françaises. La seule chose que j'espère, c'est si j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne de l'utilité de mon combat, ce sera déjà pas mal. Bon, je le précise, ils sont de plus en plus nombreux à me soutenir et tant mieux. Ce que je dis simplement, c'est que là, j'ai redéposé un référé suspension. Un référé suspension dans un premier temps qui peut être jugé de quelques jours à 1 mois, ça dépend. Donc, je peux encore être là pour un bon petit mois. Toutefois, j'ai aussi déposé un deuxième référé liberté. Le référé liberté, très honnêtement, j'y crois. J'y crois parce que j'ai déjà dans le passé réussi à faire condamner la France. Donc, face à des décisions abusives, etc., j'ai réussi à le faire devant le Conseil d'État notamment et devant le tribunal administratif. Là, j'ai ressaisi le tribunal administratif qui a eu pour seul argument de dire, ben voilà, votre requête initiale, elle n'est pas urgente. Peut-on considérer que quelqu'un qui est bloqué à l'autre bout du monde, où il ne connaît personne et où il n'a même pas la langue, est-ce que c'est effectivement une situation d'urgence? La réponse, c'est oui. Donc, leur deuxième argument était de dire, vous pouvez prendre un laissez-passer pour rentrer en France. Mais comment voulez-vous que je rentre en France sur le dossier qui va me servir à me défendre, qui se trouve en Égypte, puisque j'ai un prochain procès le 15 avril, donc j'ai prévu d'y aller avec mon avocat, Maître Ban Banasté. Comment voulez-vous que je rentre en France sans mes effets personnels, puisque je n'ai strictement rien, je suis juste venu avec un petit sac où j'ai 3 ensembles, donc je suis vraiment venu pour une toute petite semaine de base. Donc actuellement, mes affaires, mes effets personnels, ma vie sont dans mon appartement égyptien, et là-bas, il faut payer, en fait, je vous explique, les loyers par un système qui s'appelle Vodafone Cash, qui est utilisable que là-bas. Donc, grosso modo, c'est au risque de rentrer, d'être placé en détention provisoire,
et de retrouver, quand je reviens, mes affaires sur le pas de la porte ou bien même qui ont disparu. C'est strictement hors de question, c'est totalement inconscient. Donc, ce que je dis, je ne me suis jamais soustrait à des décisions de justice. Je ne me suis jamais soustrait à des convocations. Bien évidemment que je vais aller me défendre parce que je vous l'ai dit dans l'autre émission, j'ai à cœur de les mettre face à leurs responsabilités. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit le jour où j'irai à nouveau devant les procès, mon livre sera sorti. Et je comptais terminer chacune de mes interventions par une lettre ouverte qui est dans ce livre-là, qui est une lettre ouverte aux juges français qui sont instrumentalisés par la circulaire Éric Dupond-Moretti qui les oblige quelque part à nous taper dessus. Donc voilà, ce livre, il s'appelle Porteur d'espoir au cœur du quotidien du peuple palestinien. Et c'est un livre où justement je reprends toute l'évolution de la France, des années 60 de Gaulle jusqu'à nos jours avec la circulaire Dupond-Moretti. De Gaulle qui disait Israël organise aujourd'hui une occupation qui ne peut aller sans répression, et s'il s'organise contre lui une résistance, il la qualifiera à son tour de terrorisme. Le père fondateur de la Ve République serait aujourd'hui traduit devant les tribunaux pour apologie du terrorisme pour ces propos-là. C'est à considérer que le général de Gaulle aujourd'hui serait un ennemi de la République qu'il a lui-même créée. Un non-sens. Donc, de ce point de vue-là, j'ai à cœur, non pas à moi de me cacher, mais d'aller les confronter et de les mettre face à leurs responsabilités. Lorsque les juges sont instrumentalisés, lorsqu'ils ne servent pas l'état de droit, eh bien, effectivement, c'est là une dérive autoritaire et c'est une violation même du serment qu'ils ont prêté à défendre, non pas le droit de quelques-uns, mais l'intérêt général en jugeant les dossiers à travers la loi et rien que la loi. Et ce rappel, je leur ferai les yeux dans les yeux, parce que nous n'avons pas de sang de lâche, nous sommes du bon côté de l'histoire, et parce que nous sommes du bon côté de l'histoire, parfois, vous faites quelques sacrifices. Ça peut être moi, ça peut être d'autres. Je pense à Radia Ayad et bien d'autres militants qui se sont fait défoncer parce que justement, ils défendent la cause palestinienne. Eh bien, j'irai. Mais ça n'est pas, c'est ce que j'ai dit dans le cadre de cette nouvelle procédure, ce serait inconscient, ça aggraverait la situation de rentrer sans que je récupère mes effets personnels. Donc, de ce point de vue-là, moi, je refuse le laisser-passer. Je le refuse, puisqu'en plus de ça, accepter le laisser-passer, ça revient à dire mon fichage au fichier des personnes recherchées est légitime. Alors même qu'ils ont violé mon droit à l'information et mon droit de contestation en ne m'informant pas de cette procédure. On ne parle pas à un voyou, on parle à un élu de la République, auteur de 5 ouvrages, ancien conseiller à la Commission européenne, institution la plus influente de l'Union européenne. Et là, on voudrait vous faire croire que je suis un islamiste, potentiellement intégriste, terroriste et tout ce qui va avec. Bon, on comprendra qui pourra. Heureusement, ils m'ont pas encore mis des qualificatifs avec des il à la fin. Vous savez, pédophile, par exemple, puisqu'il y en a quelques-uns aussi qui seraient peut-être bien d'arrêter aujourd'hui. Eh bien voilà, aujourd'hui, en France, il vaut mieux toucher un gosse que défendre les gosses palestiniens. C'est factuel. Et donc mes propos, une fois encore, n'engagent que moi. Mais je le dis, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent parce que ce qui nous touche, et je dis bien ce qui nous touche, c'est pas juste le cas de quelques personnalités médiatiques qui sont mises sur le banc de la société. On pense notamment à Blanche Gardin aussi, humoriste qui, parce qu'elle a défendu la cause palestinienne, se voit mis au banc de la société et qui n'a plus aucun contrat aujourd'hui. Si vous restez silencieux collectivement, celles et ceux qui nous écoutent, face à ces injustices, demain, ça va vous concerner. Quelle société on laisse aux générations à venir? Une société où on a peur d'aller manifester parce qu'on va se faire éborgner, couper une main, c'est arrivé. Ça n'a pas suffi aujourd'hui. Maintenant, c'est notre propre liberté d'expression. On est en train de nous expliquer que dans le pays de Charlie, dans le pays du général de Gaulle, le pays des Lumières, au sein duquel, il faut aujourd'hui le reconnaître, l'ampoule a éclaté, il y a belle lurette, eh bien, on est en train de nous expliquer que tout simplement, on devrait penser collectivement comme le premier des Français, à savoir le président de la République. C'est une caractéristique d'un régime dictatorial. Oui, alors je rappelle pour ceux qui habitent Paris et la région parisienne que demain se déroule une manifestation contre le racisme et contre le fascisme. J'ai été surpris de découvrir les réactions sur les médias mainstream où on explique que ceux qui participeront demain à cette manifestation contre le racisme et contre le fascisme sont des antisémites. Alors je pose la question. Est-ce que les fascistes et les racistes se reconnaissent? Est-ce que les sionistes se sentent visés? Sinon, pourquoi dirait-il que c'est une manifestation antisémite? Donc, manifester contre le racisme et contre le fascisme est désormais considéré comme antisémite. On atteint les limites du ridicule avec ce chantage à l'antisémitisme, parce que s'il y a un pays
qui n'est pas antisémite, c'est bien le nôtre. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les musulmans qui contrôlent la banque ou les médias. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les musulmans qui sont présents dans toutes les strates de la République. Alors il faut se calmer un petit peu. Personne n'est antisémite, ou en tout cas, à part les détraqués mentaux, parce que l'antisémitisme, c'est une maladie mentale comme le racisme. Mais dénoncer un régime génocidaire, peu importe de quelle origine il est, dénoncer un régime génocidaire, c'est de l'ordre du droit élémentaire de tout citoyen, de dire voilà ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est la 4e armée la plus puissante du monde face à des populations civiles qui n'ont que des kalachnikovs pour se défendre. Et en l'occurrence, en l'occurrence, c'est une toute petite minorité qui combat à Gaza. Ce n'est pas l'ensemble du peuple palestinien. Alors pourquoi on bombarde, pourquoi on massacre des femmes, pourquoi on massacre des enfants, pourquoi on est en train de faire de Gaza une espèce de cimetière à ciel ouvert? Il y a une profonde injustice et il faut que les sionistes l'entendent. Cela n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec l'origine. Je répète que si les Esquimaux commettaient ce génocide, on dénoncerait les Esquimaux. Bien sûr. Voilà. Alors, je voulais donc faire cette parenthèse sur la manif de demain. Je vous espère les plus nombreux possibles, parce que cette affaire est révoltante. Je le disais en plaisantant, on aurait pu appeler, puisque les sionistes disent que c'est une manifestation antisémite, on aurait pu appeler cette manifestation contre le génocide sioniste. Mais vous imaginez bien que dans un pays, dans un état de non-droit, cette manifestation a été interdite. Donc je pense que les gens auraient été interdites. Les gens sont obligés de jouer sur les mots pour pouvoir manifester ce qu'ils pensent. Je suis désespéré d'arriver à un âge où j'assiste à ça. Je considère que la France s'est déshonorée, le gouvernement français nous a déshonorés en prenant les positions qu'il prend, en étant solidaire d'un régime génocidaire et en n'ayant pas une parole de consolation pour ces gens qui vivent des 7 octobre depuis 75 ans dans l'indifférence générale. Alors maintenant, les consciences s'éveillent, les gens prennent conscience effectivement qu'on leur a beaucoup menti, qu'on les a beaucoup trompés, que la seule démocratie du Moyen-Orient n'est qu'un État génocidaire et criminel, et que effectivement, ce que nous sommes en train de vivre, c'est un génocide en direct. On ne pourra pas dire on ne savait pas. Les preuves sont là sur nos ordinateurs, sur nos smartphones. Nous voyons ce qui se passe. Ce n'est pas la peine de le nier et ce n'est pas la peine de nous faire croire que un pays occupant est menacé par ses victimes. Plus personne n'y croit et j'ai honte pour Trump qui en réalité vient de démontrer encore une fois sa soumission au régime sioniste, comme j'ai honte pour la classe politique américaine qui est dépendante totalement du financement de l'EPAC, qui finance à la fois les campagnes des républicains et les campagnes des démocrates en échange d'une allégeance complète à Israël. Si vous appelez ça une démocratie, moi j'appelle ça un cirque. Parce qu'un pays où les élus, les politiciens se mettent sur le marché en disant on est à vendre, si vous nous payez assez cher,
Vous pourrez nous demander de soutenir le diable et on le fera. Le monde occidental en est là. Nous sommes en plein déclin moral et mental. Quel est ton sentiment sur cette question? Tu es bloqué, Ismaël. Voilà, il va revenir. Accordons-lui quelques secondes. Il va se reconnecter. Il est en Arabie Saoudite. Donc, soyez patients, amis internautes. Voilà, il est là. Voilà. Désolé, un petit bug. C'est les aléas de l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est ça. Mais alors, tu es où en Arabie Saoudite? Alors là, je suis à la Mecque. Donc, il y a pire endroit en tant que musulman hein, pour y être bloqué. Et à la fin de l'histoire, si je vous dis, on gagnera, mais à la fin de l'histoire, je remercierai peut-être Bruno Retailleau qui est à l'origine de ce blocage parce que il m'a permis de passer quand même un ramadan dans des conditions très particulières, mais spirituellement un bon ramadan quand même. J'en profite pour passer mes vœux de bon ramadan à celles et ceux qui l'observent et qui nous regardent. Et j'en profite également, parce que c'est important aussi, pour passer tous mes vœux également dans le cadre du carême à toutes les personnes qui nous regardent. Donc voilà, si ça, c'est pas un signe de plus de vivre ensemble, concret, prévu j'allais dire par le hasard, mais il n'y a pas de hasard hein, pour les croyants. Donc, prévu justement par notre Créateur dans cette période un peu particulière, eh ben, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, je veux juste aussi marteler ce message. Arrêtons de croire que c'est un espèce de conflit entre religions. C'est pas du tout cette situation. C'est vraiment l'humanité contre des gens qui sont inhumains. Et quand tu parlais tout à l'heure d'antisémitisme, moi, je veux pas leur laisser la bataille de la sémantique. Je suis assez tatillon là-dessus. Il n'y a pas d'antisémitisme. Enfin, eux en ont peut-être vis-à-vis de moi, parce que je suis plus sémite que eux ne le seront jamais. Mais il y a bien dans notre pays et dans d'autres la haine anti-juive qu'il faut combattre, mais sans aucune ambiguïté. Et d'ailleurs, j'en parlais récemment, je vais pas vous la faire à la Nadine Morano à coup de je suis pas raciste, j'ai une amie noire, mais vous savez, moi mes actions, elles parlent pour moi. À l'heure où on me fait passer pour un antisémite notoire, eh bien, je veux quand même préciser que lorsque nous avions un prêtre austro-hongrois qui était devant le Parlement européen en grève de la faim, j'ai été l'un des rares, pour ne pas dire le seul, à aller l'accompagner. Quand on avait Jack, dont le père, ça avait été beaucoup médiatisé, était maltraité au sein de l'hôpital public, juif pratiquant. J'ai été le seul élu à aller les aider. Quand on a eu Madame Knoll qui est morte parce que juive, eh bien, j'ai été le seul à accompagner son fils du début jusqu'à aujourd'hui, et pourtant ils sont juifs. Mais ça, ils ne veulent pas le mettre en avant parce que ça n'arrange pas leurs affaires. Par contre, je vais en profiter pour lancer un petit acte. J'en ai ras-le-bol, moi, de la complaisance de certaines autorités religieuses vis-à-vis du sionisme. Et je vais citer deux exemples. D'un côté, nous avons certaines synagogues, notamment celle de Levallois-Perret, qui acceptait notamment une réunion, une conférence avec la présence de 2 officiers de Tsahal que j'ai réussi à faire annuler. À côté de cela, donc ça, c'est prendre pour le coup la communauté juive de France en otage. À côté de ça, et en tant que musulman, je le dis avec d'autant plus de fermeté, je tiens à pointer du doigt le recteur de la mosquée de Lyon, M. Kaptan, qui lui a invité il y a de ça 3 jours le CRIF à venir manger à sa table avec l'argent des fidèles. Ce même CRIF qui soutient le génocide. À quoi est-ce que l'on joue? Et face au tollé de cette invitation, voilà qu'il sort son arme secrète, son conseil d'administration qui vient prendre les patins de monsieur en disant « Mais il est là pour dialoguer ». Mais t'es ni ministre, t'es rien du tout. Tu gères une mosquée. Occupe-toi de gérer ta mosquée et arrête d'inviter des génocidaires. Tu penses quoi? Que tu vas faire arrêter le génocide à Gaza en invitant des génocidaires à ta table? Et puis depuis quand on mange cachère à la mosquée de Lyon? Faut dire les termes à un moment donné. Ce sont parce que nous avons ces hypocrites qui sont là en train d'accepter, de discuter avec n'importe qui. Fut un temps pas si lointain par ailleurs, où il y avait un cordon sanitaire avec l'extrême droite. Et voilà qu'aujourd'hui, et c'est symptomatique de la période que nous traversons, voilà qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, parti fondé par des Waffen-SS, est aujourd'hui invité en Israël dans le cadre d'un plan de lutte contre l'antisémitisme. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Là, concrètement, c'est une preuve, s'il en fallait une de plus, qu'effectivement, il y a l'extrême droite au pouvoir israélienne et que les héritiers d'Adolf Hitler
et je le dis de manière très claire, les héritiers d'Adolf Hitler sont au gouvernement israélien. Il n'y a même pas à discuter sur le sujet. Ces gens-là utilisent les mêmes méthodes et surfent sur une rente mémorielle. Moi, je pose une seule question à nos représentants occidentaux. Combien de litres de sang supplémentaires du peuple palestinien sont encore nécessaires pour que vous vous débarrassiez de votre culpabilité, de votre participation au génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Le totem d'immunité de ces personnes-là, à la tête justement d'un État génocidaire, c'est pas parce qu'ils seraient juifs, c'est parce qu'ils surfent, eux, sur cette rente mémorielle et qu'ils surfent sur le côté culpabilité des sociétés occidentales. Moi, j'ai rien à voir avec ce génocide. Et même nos ancêtres dans le temps, et je parle religieusement, la grande mosquée de Paris hébergeait les Juifs durant cette période. On veut aujourd'hui nous faire croire qu'on serait ennemis. On a toujours été frères, d'une manière ou d'une autre. Donc arrêtons systématiquement de salir la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie dans des camps de concentration pour venir légitimer la mort, l'assassinat, le génocide qui est en cours de ces populations. Bon, alors tout à l'heure, Nina te demandait comment tu vis. On va en profiter pour faire un peu de pub pour ton livre, puisque ce sont apparemment tes livres qui te permettent de rester à flot. Concrètement, les autorités françaises, à travers leur acharnement judiciaire, ont fait en sorte que je ne puisse plus travailler au moment où je vous parle. Donc j'ai effectivement ce livre, donc Porteur d'espoir au cœur du quotidien du peuple palestinien, que j'ai écrit avec des réfugiés, qui me permet de tenir. Franchement, sans ce livre, ce serait très, très compliqué. Et j'ai aussi, avec un réfugié palestinien que j'ai présenté en vidéo, qui s'appelle Mohamed, qui a 19 ans, et dont c'était le travail à Gaza, j'ai sorti une gamme de vêtements très, très sobres, brodés Palestine, donc que je mets en vente, et dont justement les bénéfices servent à la fois à financer les différents collaborateurs, mais aussi en parallèle à financer les frais courants et puis les frais de justice. Donc c'est le seul moyen aujourd'hui que moi j'ai en tous les cas pour vivre. Et donc pour les personnes tout simplement qui sont intéressées, vous me retrouvez sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. TikTok bien évidemment, avec mon pseudo qui est Iboudjekada tout simplement. Et donc, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, me contacter en privé, et puis moi, tout simplement, je vous donnerai la marche à suivre si ça vous intéresse. Bon. Donc, dans tes projets immédiats, tu attends quoi, Ismaël? Et qu'est-ce qui est prévu? Quel est le programme de réjouissance qui t'est promis? Mais écoute, moi, en tous les cas, je crois encore un petit peu à la possibilité que je gagne justement mon procès devant les juridictions administratives. Donc, on verra bien de ce point de vue-là. En tous les cas, je vais avoir la réponse d'ici à lundi ou mardi au plus tard. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, si je gagne, vous pensez bien que j'irai faire la fiesta au consulat de France à Jeddah. Mais si je perds, de toute façon, je continue moi, mes actions humanitaires. On est toujours engagé sur les distributions de colis alimentaires et sur. Tu m'entends, hein? Oui, je t'entends. Ouais, d'accord. Donc, je vois mon image un peu qui bug. Donc, je suis toujours engagé sur les distributions de colis alimentaires, de kilos de viande à destination des populations gazaouis, de colis de médicaments à destination aussi des réfugiés palestiniens. Donc voilà, c'est ce qui m'occupe en tous les cas au moment où je vous parle. Et là où tu es, est-ce que tu as l'occasion de parler avec les Saoudiens et leur demander comment ils perçoivent et comment ils analysent la situation? Tu es bloqué à nouveau, Ismaël. Tu es bloqué à nouveau, donc peut-être tu es en bout de batterie, ou alors il faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes rapidement. On est à 50 minutes d'émission, il nous reste 10 minutes. Patience, amis internautes. C'est quand même dingue ce qui se passe chez nous. C'est un asile à ciel ouvert. Il n'y a plus de droit, il n'y a plus de loi. Le droit pour les uns et rien pour les autres. Des gens qu'on protège et puis des gens qu'on diabolise. Je ne sais pas si vous avez vu, mais
Le ministre de l'Intérieur a fait voter cette semaine quelques lois, toujours plus liberticides, hein, parce que au fond, que ce soit le narcotrafic ou la criminalité ou la délinquance, ça sert d'alibi à nos gouvernements pour voter toujours plus de lois liberticides qui nous sont appliquées à tous, hein. On devient tous des suspects en puissance. Et moi, j'ai du mal à croire que les gens votent pour ces gens-là en leur demandant de réduire leur liberté. Donc probablement, effectivement, qu'ils trahissent leurs engagements en faisant le contraire de ce qu'ils promettent, défendre le citoyen honnête, le protéger contre les méchants en réduisant leur liberté fondamentale. C'est l'alibi que ce pouvoir utilise depuis de nombreuses années pour voter des lois toujours plus liberticides. Et comme disait un Américain dont j'ai oublié le nom, celui qui renonce à sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. On en est là. On vit dans un régime que certains taxent de totalitaire. Moi, j'appelle ça un état de non-droit. Mais d'autres que moi disent que c'est un état totalitaire qui se met en place. Et les Français sont tellement occupés à courir derrière l'argent pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir rester vivant, qu'évidemment, ils restent indifférents à ça. Et ils ont raison, parce que finalement, ce pouvoir a raison. Quand on met un peuple en état de survie économique, ben, il n'a plus la force de se rebeller, il n'a plus la force de contester même l'injustice et même la complicité du génocide. Alors quand Ismaël disait que peut-être qu'il irait en prison, mais que ceux qui sont là et qui décident iront sans doute après lui, eh bien, il faut espérer que on rétablisse un jour l'état de droit pour que ceux qui sont coupables et responsables ou complices de ce crime contre l'humanité rendent des comptes. Ça mouline, Ismaël. Faut espérer que tu apparaisses dans quelques secondes. Normalement, si tu as de la batterie, ça va le faire. Mais qu'arrive-t-il à des chrétiens qui vont à la Mecque? T'inquiète pas, on les mange pas. Ben. Ils sont pas mangés. C'est tout bon. La connexion est catastrophique, mais ça va. On va essayer de tenir comme ça. Voilà. Alors, il y a un bon esprit qui pose une question polémique qui dit qu'arrive-t-il à des chrétiens qui vont à la Mecque? Vas-y, faites-nous croire que à la Mecque, les chrétiens sont mangés au feu. En fait, ce qu'il faut leur répondre à ces personnes un peu tatillonnes, c'est que vous savez qu'en ce moment, c'est le ramadan, donc on vous mange tout cru, en fait, dès que c'est l'heure de manger. Tout simplement, ça se voit. C'est ça. Ah, décidément. Débrancher CNews et BFM, on vous l'a déjà dit. C'est ça. Bon, Ismaël, il nous reste moins de 5 minutes. Je te laisse conclure, je te laisse dire ce que tu as à dire. Tout simplement, vous remercier déjà encore une fois pour l'invitation, dire que sur mes différentes plateformes, je vais vous tenir informé justement de la suite des événements. Dire que bien évidemment, je ne lâche pas. On a encore parfois un peu de chance et on tombe sur des juges qui ne jugent que par le droit et rien que le droit. Maintenant, c'est vrai que le système français est gangréné par le sionisme, hein, on va se dire les termes clairement, et ça impose une résistance de toutes les arts, mais vraiment. Il ne faut pas leur laisser une seule minute de répit. Vous savez, moi aujourd'hui, j'en suis à 44 procès. 44. Donc, il va peut-être falloir à un moment donné qu'on comprenne que cette situation est inacceptable. Quand on voit, par exemple, aussi, ce deux poids, deux mesures avec des mères de famille qui ont été placées en détention provisoire pour un tweet, quand on voit des mères de famille qui ont pris de la prison ferme
pour certaines, parce que justement, elles ont défendu la Palestine. Mais quelle image on renvoie à l'international? La France se fourvoie. La France est en train de violer le cadre légal international qui s'impose à elle et qu'elle a pourtant co-rédigé. Donc, de ce point de vue-là, il faut rappeler, marteler qu'on n'est pas juste dans un combat idéologique, qu'on rappelle aussi le droit et rien que le droit, et que même les juridictions internationales aujourd'hui sont menacées parce que justement, ils ont décidé de pointer du doigt ces exactions. Et qu'en est-il de la France qui reste bien silencieuse? Je terminerai sur une petite piqûre de rappel. On se souvient que Vladimir Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Son pays n'a pas ratifié le statut de Rome. Donc, de ce point de vue-là, quand on entend dire le ministre des Affaires étrangères que Israël n'ayant pas ratifié le statut de Rome, il ne pourrait pas arrêter Benyamin Netanyahou, mais que ça leur pose aucun problème de communiquer sur le mandat d'arrêt de Vladimir Poutine, qui est dans la même situation d'un point de vue légal, eh bien, ça démontre bien que nous sommes gouvernés par des sionistes et leurs relais préférés et qu'il est venu le temps de s'engager parce que véritablement, vous savez, elle n'est pas si lointaine l'époque où on parquait des gens dans des camps, dans des prisons, dans des mouroirs, simplement pour leur idéologie ou pour leur religion réelle et supposée. Et permettez-moi, en cette période de Ramadan, d'avoir une pensée aussi, j'extrais un petit peu, mais toute particulière, pour les femmes qui, dans leur ensemble, font face systématiquement à la police du vêtement, toujours à travers la voix du même sinistre de l'intérieur, Bruno Retailleau, qui décide de jouer un peu comme en Afghanistan. Il essaye de mettre en place une police des mœurs, tout simplement. Toi, tu es habillé un peu trop large, tu as un voile sur la tête, on va te mettre au banc de la société, tu ne pourras plus faire de sport et ainsi de suite. C'est là le terreau du séparatisme. Parce que quand vous êtes rejeté, vous vous repliez avec celles et ceux qui ne vous rejettent pas. Donc ces gens-là, ce sont rien d'autre que des pompiers pyromanes, et il faut le marteler. Et enfin, dernière information, c'est, je crois, une première qu'un élu de la République soit poursuivi au même moment par 3 ministres actuellement en poste, à savoir Aurore Berger, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. J'ai donc contre moi le ministre de l'Intérieur. Et là, c'est assez comique, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations. Et pour terminer, le ministre de la Justice. Et je précise à Madame Berger, simplement, que dans son pays, dans notre pays, une femme meurt sous les coups de son conjoint toutes les 3 minutes. Ce dossier fait partie de ses attributions, des chantiers qu'elle a sur sa table. Et voilà qu'elle prend le temps, en 1 semaine et demie, de faire 2 tweets et 2 interviews me concernant. Donc, il va sérieusement falloir revoir son sens des priorités. Rappelons que justement, tout cela ne fait que démontrer leur fébrilité. Donc, on lâche rien, on continue. Et je vous invite vraiment à relayer ce contenu. Leur fébrilité et leur puissance, mon cher Ismaël. Ben, leur puissance, oui, dans le sens où ils sont dans toutes les sphères du pouvoir. Mais en soi, n'est-ce pas là un aveu de faiblesse que de mettre à sa disposition l'intégralité des moyens d'un État, simplement parce que vous avez des gens en face de vous qui n'ont aucun moyen, mais qui arrivent à vous mettre en PLS. Donc ça, véritablement, je pense même que c'est un aveu d'impuissance et de lâcheté crasse. Alors, Ismaël, on est à 1 heure, la qualité de la connexion diminue, probablement parce que ta batterie est peut-être en bout de charge. Non, parce que le téléphone est bouillant. Ah, le téléphone est bouillant. Je voudrais qu'on se quitte sur une déclaration de Jeffrey Sachs, qui est en train de provoquer le buzz sur Internet et qui remet un peu les pendules à l'heure. Jeffrey Sachs dit que le vrai président des États-Unis, c'est Benjamin Netanyahou. Alors, si le vrai président des États-Unis, c'est Benjamin Netanyahou, on peut demander à notre président qui est le vrai président en France. Et puis après, on se retrouve un instant pour la conclusion et on se quittera, si tu veux bien. Okay. The U.S. using Israel? No. This is Israel using the U.S. as if our military is in their hands, which in effect it is. You take Wolfowitz and you take Feith and you take these neocons and you take Netanyahu. They game planned the whole thing out. Well, I regard Netanyahu as having been our greatest disastrous president of the 21st century because he ran American foreign policy for 20 years and he cost us trillions of dollars. And where is the Middle East today? War in Syria, war in Lebanon, war in Palestine, unrest in Iraq, war in Yemen, chaos in Sudan, chaos in Somalia, chaos in Libya. Great job, Bibi. You did a terrific job.
Netanyahu has a different idea. His idea is we captured the Palestinian lands in 1967 and we're never going to give them back. So we're just going to rule over the Palestinians. He says we're going to keep the land. There will be resistance. Hamas, Hezbollah, other militant resistance. What will we do about it? You can't really fight the terrorists, he says. You have to fight the states that back the terrorists. And Iran is the central one in his mind. But interestingly for Netanyahu, he lays out one by one. Yes, of course, Iran is the central one in his mind. But so too is Iraq under Saddam. He supported Hamas. Right. So too is Bashar al-Assad in Syria. Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Somalia, Sudan, and Libya. And you know what the plan was? 7 wars in 5 years. Voilà, je pense qu'il a tout résumé. Hein, ça se déroule sous nos yeux, malheureusement. Ismaël, écoute, je veux te souhaiter le meilleur. Sois prêt, malgré tout, mentalement pour le pire. Je sais que tu es un garçon courageux. Tu défends superbement tes convictions et tu le fais bien. J'espère que justice te sera rendue. Dans tous les cas de figure, on va solliciter nos confrères pour qu'ils te donnent la parole et pour que tu puisses t'exprimer ailleurs que sur TVADP, parce que nous, on est une petite chaîne sans moyens financiers, comme je le dis toujours. On veille à se tenir loin de l'argent pour ne pas qu'on nous accuse de profiter de la situation ou du malheur des gens. Donc, j'espère que mes confrères vont t'inviter à leur tour et que tu vas pouvoir te faire entendre. Et j'espère que l'opinion publique va se fédérer autour de toi, parce que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être soutenu, c'est toi, mon garçon. Alors, je te souhaite du courage. Okay. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir suivi l'émission. Voilà. Merci, amis internautes. Et à la semaine prochaine. On se retrouve demain. Pardon, on se retrouve demain soir avec Bruno Guig et Ahmed Ben Sada pour faire un tour de l'actualité. On va parler de l'Ukraine, et évidemment, on va parler de Gaza, on va parler de la Syrie et on va parler de l'Algérie, puisque vous avez vu, notre ministre de l'Intérieur s'occupe surtout de l'extérieur, et visiblement, il focalise, il fait une fixette sur l'Algérie. Il n'y a pas une journée où il ne tweete pas contre l'Algérie. Alors, il sera intéressant d'entendre Ahmed Ben Saada, qui est un grand intellectuel, un physicien qui vit à Montréal, et notre ami Bruno Guig, que vous connaissez tous. Vous savez, ce sous-préfet qui avait écrit qu'Israël est le seul pays où les soldats attendent l'heure de la sortie des écoles pour tirer sur les enfants, celui-même qui a été limogé par Nicolas Sarkozy. Il est malgré tout présent sur les médias alternatifs, et demain il nous fait l'amitié et l'honneur de nous rendre visite. Je serai accompagné de mon collègue Lazare Groen, un patron de médias indépendants, qui co-animera l'émission avec moi. Donc soyez présents à 20h. Ce sera en léger différé parce que on a été obligé de jongler avec le décalage horaire entre Montréal, Rome, Paris et La Réunion. Mais à 20h, nous vous diffuserons l'émission. Soyez présents parce qu'il va y avoir du lourd. Merci Ismaël. À bientôt. Merci à toi. Salut. Tiens-nous informés. Bien sûr, sans problème. Merci encore pour l'invitation. Amis internautes, à demain.